Alors nous allons avoir le plaisir d'écouter Pascal Angel, qui est directeur d'études à l'EHESS, et dont je vois son PowerPoint qu'il n'a pas encore complètement quitté l'Université de Genève, qui va nous parler de la diversité du domaine des raisons. Et je lui laisse tout de suite la parole. Si j'étais à Genève, je commencerais à 9h15, mais je suis à Paris, donc je commence avant. Tout le monde connaît l'éloge historique de la raison, où Voltaire met en scène la raison et sa vérité, et la vérité sa fille, parcourant l'Europe, d'où elles avaient jadis été chassées, et arrivant en France, où elles ne trouvent à dire, je cite, que du bien du temps présent. C'est supposé se passer vers 1775. La mère et la fille ne manquent cependant pas de noter que si des orages revenaient, elles auraient à retourner dans leur pluie. Le moins que l'on puisse dire est qu'elles ont eu, depuis, et notamment au siècle dernier, à y retourner, et même qu'on les a sommées de le faire définitivement. L'un des objectifs de ce colloque est sans aucun doute de les faire revenir, compte tenu entre autres du fait que si elles le faisaient, elles ne trouveraient pas à dire que du bien, où que ce soit. Le pire est que si la raison et la vérité revenaient, il n'est même pas sûr qu'on les reconnaisse, et Voltaire le premier, tant on les a affublés d'oripeaux, propres à les rendre haïssables et méconnaissables. Bien souvent, les adversaires de la conception classique de la raison nous ont expliqué qu'ils n'entendaient pas renoncer à la raison, mais rejeter une conception rigide, universaliste et abstraite de celle-ci, qu'ils se proposaient de remplacer par une raison souple, dynamique, contextuelle et particulariste, capable de dépasser les principes naïfs et obsolètes de ceux qui croient encore à la raison Aufklärer. On n'a pas cessé de nous dire, au moins depuis Bergson, qu'on ne voulait pas d'une raison intellectualiste sans cœur, mais qu'on espérait l'avènement d'une raison au grand cœur. On n'a pas cessé de nous dire qu'on n'avait rien contre les principes de la logique et de la méthode scientifique, mais qu'on aimerait bien les dépasser dans une logique plurielle, capable de réunir art et science, raison et passion, universel et singulier. Quand Foucault, dans un texte célèbre sur les Lumières, nous demande de ne pas céder à ce qu'il appelle le chantage de l'Aufklärung et de ne pas orienter nos enquêtes vers le noyau essentiel de rationalité qu'on peut trouver dans l'Aufklärung, mais, je cite, vers une ontologie critique du présent, le moins que l'on puisse dire est qu'il est loin d'être clair, malgré l'appel à la notion de critique, que ce projet ne revienne pas à une liquidation pure et simple de l'Aufklärung, comme d'ailleurs Jacques Bouvresse l'a dit dans son article « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» Comme le vit parfaitement en son temps Julien Benda, le véritable chantage vient au contraire de ceux qui nous enjoignent de renoncer au principe de la rationalité. Pour Benda, c'était une forme de trahison. Je crois, dit-il, n'avoir point trahi mon État en honorant la rigidité de la raison, sa volonté de ne point fléchir sur ses principes, de ne point s'accommoder. Il est extraordinaire, fin de citation, il est extraordinaire que la fuite en rase campagne passe à présent pour le summum du courage et de la lucidité, et que les adversaires les plus résolus du rationalisme viennent nous chanter « Plus rationaliste que moi, tu meurs ». Jacques Bouvresse a toujours refusé de céder au chantage de ceux qui nous ont expliqué que le problème n'était pas celui de défendre ou de ne pas défendre la raison, mais celui de nous libérer des chaînes qu'elle nous aurait elle-même imposées en prétendant nous libérer. Il est caractéristique de ces maîtres chanteurs, de n'avoir jamais vraiment cherché à savoir en quoi consistaient exactement ces réquisites de la raison dont ils prétendaient qu'on devait les dépasser. Il n'est pas facile ici d'énumérer toutes les dettes que j'ai contractées vis-à-vis de Jacques Bouvresse, mais la moindre n'est pas celle d'avoir montré à tous ceux qui ont eu comme moi la chance d'être ses étudiants dans les années 70, à un moment où il était difficile de ne pas céder aux maîtres chanteurs en question et aux sirènes, que le problème était bien celui de défendre la raison et d'expliquer en quoi elle consistait. Dans toute son œuvre, de la rime à la raison à ses essais récents sur la croyance et la religion, en passant par ses essais sur Musil, Krauss, le positivisme et plus récemment sur Russell, Bouvresse n'a pas cessé de résister et de poser la question de la nature même de l'Aufklärung, et notamment les questions suivantes. Quels sont les principes minimaux que doit adapter un rationalisme bien compris? Deuxièmement, quelle est la relation de la raison et du sentiment? Troisièmement, que vaut la raison?
Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose comme une éthique de la raison? C'est seulement à la première question, et même à un aspect réduit de celle-ci, que je voudrais m'adresser ici. Mais ma réponse sera un petit peu différente de celle de Bouvresse. Il y a deux sortes de mauvais élèves. Il y a ceux qui ne retiennent pas la leçon et qui en sont fiers. Il y a ceux qui retiennent la leçon, mais qui ne l'acceptent pas tout entière et n'en sont pas très fiers. J'espère appartenir à la seconde catégorie, mais peut-être que j'appartiens aussi à une troisième catégorie, encore pire, de mauvais élèves, ceux qui n'ont rien du tout compris à la leçon. La plupart du temps, quand on parle de la raison, de sa ruine ou de sa reconstruction possible, c'est de la raison avec un grand R, comme faculté de l'esprit ou comme ensemble de principes fondant notre connaissance et nos actions, ou encore la nature de la rationalité en général. Mais il y a une manière plus modeste, et en tout cas plus simple en apparence, de demander ce que sont et ce que valent ces principes. Elle consiste à s'interroger non pas sur la nature de la raison, mais sur la nature des raisons au pluriel, d'où mon titre. Au sens ordinaire où nous attribuons, dans la vie courante, des raisons à des agents. Nous avons toutes sortes de raisons, et au moins trois grands types. Des raisons de croire, des raisons d'agir, et peut-être, bien que ce soit en partie ce qui est en question quand nous parlons de la relation entre la raison et le sentiment, des raisons d'éprouver et de ressentir. Quel lien peut-il y avoir entre ces diverses sortes de raisons? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule structure qui unifie le domaine des raisons, ou bien est-ce que ce domaine est essentiellement divers? C'est le problème que soulevait Kant quand il envisageait dans les fondements de la métaphysique des mœurs la question de l'unité du domaine des raisons. Et il disait ceci: pour que la critique de la raison pure pratique puisse être achevée, je crois indispensable qu'on se mette à même de montrer en même temps l'unité de la raison pratique et de la raison spéculative dans un principe commun, car en fin de compte, il ne peut pourtant y avoir qu'une seule et même raison qui ne doit souffrir de distinction que dans ses applications. Un texte bien célèbre. Kant ne nous dit malgré tout jamais en quoi consiste cette unité, même si c'est supposé être le but même d'une critique de la raison pure pratique. S'agit-il d'une analogie? S'agit-il d'une identité entre les deux domaines pratiques et théoriques de la raison? Mais, et bien sûr, bien des penseurs post-kantiens se sont adressés à cette question à la suite de Kant, notamment Fichte, en proclamant le primat de la raison pratique sur la théorique. Mais il y a toute la différence du monde entre soutenir qu'il y a des principes communs à la raison théorique et à la raison pratique, ou soutenir que le pas de l'une doit se régler sur celui de l'autre, d'une part, et soutenir que les principes de la première se réduisent à ceux de la seconde, d'autre part. Ce projet, que j'appellerais celui de l'Anschluss, est en fait celui d'une bonne partie de la tradition pragmatiste, celle de James, celle de Dewey, celle de Rorty et de leurs avatars contemporains. Or, ce projet est fatal, létal, pour la conception Aufklärer de la raison. C'est une arme de destruction massive. Si les principes de base de la raison théorique sont des principes de la raison pratique, cela signifie que nous avons le droit, en un sens normatif fort, de choisir de les adopter ou pas, ou d'en choisir d'autres. Mais l'un des principes de base du rationalisme, que ne comprennent pas, ou plutôt que comprennent très bien les différentes versions des anti-lumières, c'est que nous n'avons pas le choix. Il n'est pas question ici pour moi de développer une argumentation complète en ce sens, mais seulement de bloquer, si possible, une ligne d'argumentation des partisans de l'Anschluss pratico-théorique. Mais je voudrais en même temps essayer aussi d'indiquer en quoi nous avons besoin pour cela de plus qu'une défense des Lumières. Nous avons besoin d'une métaphysique de la raison, ou plus exactement, d'une métaphysique des raisons et des normes. La défense des Lumières nous propose de reconstruire la maison de la raison. Et elle nous propose de la reconstruire à l'identique, comme une sorte de ça me suffit du rationnel. J'aspire à plus. Je voudrais reconstruire le palais de la raison. Celui-là. Je voudrais reconstruire le palais de la raison et je sais évidemment qu'on m'objectera que je n'en ai pas les moyens et que je ne suis pas assez riche pour me payer une bâtisse aussi coûteuse. Un philosophe, me dira Bouvresse, ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens.
Mais j'ai toujours préféré la maxime de ma tante Odile. C'est déjà bien assez triste d'être fauché, si encore il fallait se priver. Alors j'ai 3 parties dans mon exposé. L'une, les principes minimaux du rationalisme. La deuxième, j'essaierai d'esquisser ce que c'est que le domaine des raisons. Et la troisième, où je parlerai du mauvais type de raison. Donc d'abord, les principes minimaux du rationalisme. Par principes minimaux du rationalisme, on peut entendre 2 choses. Tout d'abord, on peut entendre les principes et les normes qui définissent habituellement l'attitude critique. Ils forment cet ensemble de règles que l'on a désignées, au moins depuis Locke, mais bien avant, chez les grands rationalistes du XVIIe siècle, comme les préceptes d'une éthique de la croyance et de la conduite de l'enquête. Rechercher la vérité et éviter l'erreur, ne croire que ce pourquoi on a des raisons suffisantes et proportionner sa croyance aux données dont on dispose, suivre les règles de saine logique et ce que Kant appelait les maximes du sens commun, penser par soi-même en se mettant à la place de tout autre et penser en accord avec soi-même. Ces règles, ces principes forment ce que l'on peut appeler les principes de la raison modeste, ou pour reprendre l'expression de Bouvresse dans Le philosophe et le réel, de la raison au sens large. Bien qu'ils aient l'air évidents, et même simplés, ces principes ne vont pas de soi, et comprendre ce qu'ils impliquent n'est pas une tâche aisée. Des questions comme celle, par exemple, de savoir en quoi la vérité peut être un but ou une norme, quelle différence il peut y avoir entre chercher à avoir des croyances vraies et chercher à avoir des croyances justifiées, et des questions comme celle de la nature exacte d'une éthique de la croyance, à laquelle Bouvresse, comme vous le savez, a consacré plusieurs essais, ces questions sont bien plus difficiles et complexes que ne l'imaginent ceux qui se contentent d'interroger notre volonté de vérité et notre volonté de savoir. Ensuite, par principes minimaux du rationalisme, on peut entendre non plus seulement des règles de méthode, mais des principes substantiels et doctrinaux. Alors, où est-ce que je les ai mis? Oui, ils sont là. Il y en a au moins 3 de ces principes, à mon sens. Premièrement, il y a un principe d'a prioricité. Au moins une partie de notre connaissance repose sur des connaissances a priori et indépendantes de l'expérience. Deuxièmement, je mettrai là aussi un réalisme métaphysique. Nous pouvons avoir une connaissance d'une réalité objective indépendante de notre esprit et fondée sur la nature des choses. Troisièmement, principe de normativité. Il y a des normes stables et irréductibles de la raison et de la pensée. Alors on peut se demander si ces thèses sont vraiment nécessaires au rationalisme et quel lien elles ont avec ce que je viens d'appeler les principes critiques minimaux. Certainement que ces thèses, ou ces engagements, ou ces réquisites ne sont pas nécessaires si l'on souscrit simplement à ce que j'ai appelé le rationalisme minimal ou le rationalisme au sens large avec Bouvresse. Des empiristes comme Hume ou les positivistes viennois souscrivent certainement aux idéaux des Lumières en ce sens large ou minimal. Mais ils ne souscrivaient certainement pas à la thèse épistémologique, c'est ce que j'appelle d'a prioricité, ou gnoséologique du rationalisme. Et même s'ils admettaient l'existence de jugements a priori, ils ne souscrivaient certainement pas à la thèse métaphysique, la thèse numéro 2, du réalisme. Un rationaliste au sens épistémologique, au sens de la thèse 1, doit-il souscrire, même lui, doit-il même souscrire à cette thèse métaphysique numéro 2 ? Il semble que non, puisque, par exemple, Leibniz et Kant, qui sont des rationalistes au sens épistémologique, ne sont pas pour autant des réalistes métaphysiques. Les Viennois admettent certainement la thèse numéro 3, la normativité, selon laquelle il y a des normes de la pensée, mais comme nous l'a rappelé Pierre Wagner hier, il est loin d'être évident qu'il les tenait comme des normes absolues. Marx était prêt à admettre que les lois de la pensée sont le produit de l'évolution et qu'elles sont contingentes, Carnap qu'elles sont autant de conventions linguistiques et qu'elles échappent à la discussion rationnelle. Bref, il semble qu'on puisse parfaitement se dispenser de l'une ou l'autre de ces thèses substantielles sans cesser d'être un rationaliste au sens doctrinal, et qu'on puisse se dispenser de toutes si l'on est un rationaliste au sens critique ou au sens large. Il semble, mais j'en doute. Certes, Leibniz et Kant rejettent le réalisme métaphysique au sens numéro 2,
Mais on peut se demander si un rationalisme entièrement idéaliste est encore un rationalisme. Est-ce qu'une philosophie comme celle de Hegel, qui identifie le réel et le pensable, peut être un rationalisme, comme on le dit dans les manuels? Pour ma part, j'ai toujours trouvé que l'identification hegelienne de la raison et du réel était plutôt le comble de l'irrationalisme, parce que j'ai toujours tenu le rationalisme authentique comme la thèse selon laquelle la raison peut connaître le réel, quand bien même une partie de la réalité pourrait bien lui échapper. Le rationalisme me semble bien plus associé à l'idée qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, et peut-être qu'on ne peut pas savoir, qu'avec l'idée que la raison est toute puissante. Comme le remarque Jacques Bouvresse dans Le philosophe et le réel, même si Heidegger est largement responsable de la mythologie selon laquelle le principe de raison signifie qu'on doit rendre raison de tout, il est beaucoup plus conforme au rationalisme authentique de le comprendre comme une formule d'humilité. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé la raison ou seulement les raisons insuffisantes, ou seulement des raisons insuffisantes, que vous devez vous considérer comme autorisé à croire qu'il n'y a pas de raison. Telle est la formulation minimale du principe de raison suffisante qu'accepte Jacques Bouvresse. Or, il me semble que l'exigence réaliste fait partie intégrante, en ce sens, du véritable rationalisme. Donc, je suis d'accord en ce sens-là avec Jacques. Le problème est, à mon sens, qu'il y a bien plus dans l'exigence réaliste que ce que Bouvresse semble y mettre ici. Telle que je l'ai formulée et telle que je la comprends pour ma part, c'est une thèse métaphysique qui est étroitement associée à une conception de la vérité comme correspondance, à l'idée qu'il y a des choses dans le monde qui rendent nos jugements vrais, et à un réalisme gnoséologique selon lequel nous connaissons le réel. Pour un bon nombre de philosophes contemporains, dont je fais partie, c'est une thèse substantielle, en faveur de laquelle on peut avancer des arguments métaphysiques et épistémologiques, notamment en cherchant à réfuter le scepticisme, et pas seulement une thèse critique. Bouvresse semble penser au contraire, tout au moins dans ce livre-là et dans beaucoup d'autres écrits, il semble penser avec Wittgenstein qu'il est vain de chercher des arguments et de défendre des thèses en faveur du réalisme métaphysique. Il nous dit qu'il ne croit pas qu'on puisse donner des arguments convaincants en faveur de la croyance du sens commun selon laquelle le monde extérieur existe indépendamment de nos sensations, à la manière dont Moore le faisait, mais en même temps il caractérise son propre réalisme, comme celui de Wittgenstein, comme naïf. Ici, je ne peux reprendre qu'à mon compte la célèbre déclaration d'Austin « Some like witches, but Moore is my man ». Bien souvent, j'ai l'impression que la profession de foi réaliste de Bouvresse ne va pas au-delà de ce que McDowell traite comme un simple truisme. Il n'y a pas de fossé ontologique entre la sorte de choses que l'on peut signifier, ou plus exactement le genre de choses que l'on peut penser, et la sorte de choses qui peut être le cas. Quand on pense vrai, quand on pense ce qui est le cas. Donc, étant donné que le monde est tout ce qui est le cas, comme le dit l'autre, il n'y a pas de fossé entre la pensée comme telle et le monde. Ça, c'est un réalisme que je trouve pas très, très substantiel. Bouvresse nous dit aussi souscrire au réalisme scientifique, qui me semble aussi faire partie des articles de base du rationalisme. Mais s'il entend adopter une position proche de celle qu'il attribue à Wittgenstein, j'ai du mal à comprendre comment on peut défendre le rationalisme et le réalisme comme des attitudes ou des postures que toute personne sensée doit prendre, sans pour autant être prêt à les défendre comme des thèses non seulement philosophiques, mais métaphysiques. Je vois mal dans ce domaine comme dans d'autres, en particulier en métaéthique, comment on peut défendre des positions du rationalisme telles que je viens de les formuler, sans les défendre comme des thèses, en essayant de proposer quelque chose comme une théorie de la réalité, de la connaissance et des normes. Pourtant, si Wittgenstein a raison, la philosophie ne peut pas défendre de propositions théoriques. Et le rationalisme n'est pas une thèse qu'on puisse défendre philosophiquement. En fait, ça me semble réduire sa portée à celle d'une posture critique, celle des Lumières, qui fait bien partie de ce que Bouvresse appelle rationalisme au sens large. Cette posture, j'en suis bien d'accord, fait partie intégrante du rationalisme, et j'y souscris complètement. Si la tâche de la reconstruction de la raison se réduit à la réaffirmation et à la promotion de cette attitude critique, c'est déjà beaucoup. Mais c'est une tâche aussi qui manque singulièrement d'ambition au regard de ce qu'on pourrait attendre d'une reconstruction théorique de la raison, qui requiert une défense théorique des thèses du rationalisme. Pour reconstruire la raison, il me semble qu'il faut plus que le rationalisme au sens large de la Aufklärung. Il faut se garder des formes de déflationnisme, de quiétisme ou de minimalisme au sujet de notions comme celles de réalité, de vérité, de cause, d'explication, de justification et de connaissance qui hantent
la philosophie contemporaine, de Wittgenstein à McDowell, en passant par Putnam, Travis, Horvitch et d'autres plus chétifs. Quels que soient les mérites de Wittgenstein comme penseur critique et Aufklärer, comme héritier de la raison descriptive brentanienne en philosophie, il me semble qu'il ne faut pas suivre Wittgenstein dans sa métaphilosophie. Bas van Fraassen, dans The Scientific Image, nous dit qu'aucun empirisme ne peut être le même que ceux de jadis. La tradition empiriste ne peut vivre que si elle ne se renouvelle pas elle-même. L'empirisme dont nous avions besoin d'être aussi différent des divers empirismes de Cambridge, de Vienne ou de Berlin que ceux-ci l'étaient des empirismes de Locke et de Hume. Christopher Peacock, que citait hier François Clemens, lui a fait écho au sujet du rationalisme dans un autre texte que ne citait pas Clemens, The Realm of Reason. Il dit « Aucun rationalisme d'aujourd'hui ne peut être le même que ceux de jadis, et la tradition rationaliste doit elle aussi se renouveler. Il faut défendre un rationalisme qui diffère de ceux de Frege et de Gödel, tout comme le leur différait de celui de Leibniz. » Alors évidemment, il y a bien des manières de le faire. Celle de Peacock n'est que l'une d'elles. L'autre, comme celle de Brandom, vont de toute autre direction, et d'autres encore vont en direction d'une réhabilitation du principe de raison suffisante. Mais quoi qu'il en soit, il me semble que si on veut reconstruire la raison, mieux vaut le faire en direction d'un rationalisme maximal, et en tout cas substantiel. J'en dirais d'ailleurs autant dans le domaine moral, même si je ne peux pas en parler ici. Ce qu'on appelle le minimalisme moral, qui est une des versions du libéralisme, n'est pas l'ami du rationaliste. Alors, maintenant, j'ai fini mon sermon et je viens à quelque chose au propos de mon exposé. Et je voudrais discuter la raison et les raisons. Je voudrais à présent essayer de défendre un des principes substantiels du rationalisme que j'ai énoncé plus haut, à savoir la thèse numéro 3, celle de la normativité de la raison. Il y a des normes stables et irréductibles de la raison et de la pensée. Ce principe contient lui-même plusieurs thèses qui ne vont pas de soi, et il contient au moins les deux suivantes. La première, c'est que la rationalité n'est pas une propriété descriptive d'être ou de système, mais une propriété normative. Contrairement à ce que voudraient nous faire accroire diverses formes de naturalisme et de psychologisme, la rationalité n'est pas un trait des agents qui pourrait être établi empiriquement. Mais dire en quoi elle est normative est évidemment une tâche difficile. Ceux qui résistent à cette idée le font certainement à juste titre s'ils veulent dire qu'il n'existe pas une entité unique et surplombante, la raison avec un grand R, qui aurait le pouvoir d'exiger et de nous requérir de faire ou de croire certaines choses. En ce sens, la substitution de l'examen des raisons au pluriel à celui de la raison avec un grand R au singulier est certainement quelque chose de plus réaliste. Nous avons des raisons de croire, des raisons d'agir, des raisons de ressentir, et il n'est pas évident qu'il y ait derrière chacune de nos attributions, comme par exemple qu'il fait mauvais est une raison pour rester à la maison, ou bien qu'il fasse si froid est une raison de croire au réchauffement climatique, ou bien elle avait assez de raisons pour me haïr, il n'est pas évident que dans de telles attributions, il y ait une seule et même norme qui opère. En revanche, il est moins égarant de considérer la raison comme un pouvoir ou une capacité, celle d'être rationnelle, mais il est aussi loin d'être certain qu'il s'agisse d'une capacité unifiée. Devons-nous pour autant souscrire à l'idée qu'il y a autant de normes qu'il y a de raisons, c'est-à-dire devons-nous souscrire à quelque chose que j'appellerais le principe de Falstaff. Si les raisons étaient aussi nombreuses que les myrtilles, je n'accorderais à personne une raison sur la base d'une simple compulsion. Give you a reason of compulsion? If reasons were as plentiful as blackberries, I would give no man a reason upon compulsion. Henri IV, 1, 2, 3, 4. En fait, les raisons ne sont pas aussi nombreuses que les myrtilles. Certes, il y a autant de raisons que nous pouvons en attribuer, mais elles ont une structure commune, que l'on peut essayer d'articuler sous 4 rubriques. L'ontologie des raisons, celle de la relation de raison, l'ontologie normative et la connaissance des raisons. Alors, je vais essayer de décrire ça très très largement et de façon survolante, certainement insuffisante pour cet examen. Commençons par la structure commune. Nos attributions de raison prennent 2 formes principales, celle d'états mentaux et celle de faits. Nous disons,
Oedipe frappa le vieillard parce qu'il le croyait arrogant. Ou bien, le fait que le vieillard était arrogant fut la raison du coup que lui porta Oedipe. Quel type d'attribution de ces deux-là, 1 et 2, est le plus fondamental? Après avoir longtemps cru, à la suite de Davidson, que les attributions de raison étaient des attributions causales d'attitudes propositionnelles, telles que des croyances et des désirs, selon le type 2 de l'attribution, donc des états psychologiques, je pense aujourd'hui que les raisons sont des faits, au sens numéro 1. Ça ne cesse pas de les rendre pour autant causales, mais je tiens pourtant que ce sont des attributions de faits. La conception factive des raisons ne revient pas à nier qu'il y ait un usage non factif de la raison, de la notion de raison, en particulier dans les contextes où nous voulons expliquer causalement le comportement et comprendre comment les gens peuvent tenir pour des raisons ce qui n'en est pas. Certainement, des faussetés peuvent nous motiver tout autant que des vérités. Dans ce cas-là, il me semble qu'on doit dire que ce sont de pseudo-raisons, tout comme quand quelqu'un donne un faux alibi, il ne donne pas d'alibi. Donc, ça concerne, je dis donc que les attributions de raison sont des attributions factives et que les raisons sont des faits. En deuxième lieu, quelle est la relation entre une raison et un agent? Donner une raison, c'est donner une certaine forme d'explication de la forme R, le fait que P est une raison pour X de fier, dans le joli langage qu'utilisent les philosophes analytiques. Cela n'empêche pas une pluralité de faits d'entrer dans la relation d'être une raison pour, ou ce que l'on peut appeler la relation de raison. Mais il faudrait bien entendu aussi relativiser la relation de raison à un certain degré, à un certain temps, à un agent, distinguer des raisons que l'on a mutatis mutandis et des raisons que l'on a spécifiquement. Je ne vais pas le faire ici. Je vais me demander simplement, posons simplement la question, est-ce que la relation de raison est une relation causale? On n'a pas ici besoin, me semble-t-il, de renoncer à cette pièce d'orthodoxie davidsonienne. Les explications par les raisons sont des explications causales. Mais ce sont des explications qui mettent en relation des raisons qui sont des faits avec d'autres faits et non pas des événements. Et là, il faut renoncer à cette conception que Davidson défendait. On distingue aussi souvent les raisons motivantes d'une action, celles qui rentrent dans des explications causales, et les raisons normatives ou justifiantes, et on soutient justement que la distinction entre les causes et les raisons passe par là. Mais en fait, il me semble qu'on n'a pas besoin de soutenir que les raisons causales diffèrent des raisons normatives. Ce qui cause nos actions et nos croyances, ce sont nos croyances, nos désirs et nos intentions, mais la capacité à former des croyances et des désirs factuels requiert la capacité à former des désirs et des croyances normatifs. Autrement dit, une raison motivante peut devenir une raison normative, ou pour parler comme Davidson, une raison est une cause rationnelle. Ensuite, parlons des différents types des raisons. Deux catégories que tout le monde admet sont celles des raisons de croire et des raisons d'agir. Mais comme j'ai déjà mentionné, il semble légitime d'admettre, notamment avec John Skorupski, qui est l'auteur d'un livre qui a inspiré le titre de mon exposé, Le domaine des raisons, il semble légitime d'admettre qu'il y a aussi des raisons du sentiment, des raisons de ressentir. Nous disons couramment des choses du genre, sa haine de la démocratie le conduisit à accueillir l'occupant comme une divine surprise. J'ai mis la photo parce qu'il y a des gens plus jeunes qui peuvent ne pas s'en souvenir. Et on peut penser qu'il y a des raisons spécifiques pour chaque émotion. En troisième lieu, quelle est l'ontologie de la relation de raison? Et quel est son rapport avec l'ontologie des valeurs et des normes? Alors ici, selon la conception que l'on appelle buck passing, ou la conception du passage de relais, ou la conception relais de la normativité, qui remonte au moins à Brentano, mais qui est surtout connue aujourd'hui par les écrits de gens comme Timothy Scanlon ou John Skorupski, valoriser quelque chose, c'est se considérer comme ayant des raisons pour avoir certaines attitudes positives vis-à-vis de cette chose et pour agir d'une certaine manière à son sujet. Et alors, selon cette conception relais de la normativité, tous les faits normatifs se réduisent à des faits portant sur des raisons. Alors, je ne vais pas prendre ici position sur cette conception en dernière instance, et à mon avis, elle est indépendante du problème que je voudrais poser. Mais je vais l'adopter pour les besoins de l'argument.
Si nous reformulons le problème de la normativité comme le problème de la nature des raisons, quelle est leur ontologie? J'ai déjà répondu pour la notion de raison elle-même. L'ontologie, c'est une ontologie de faits. Bien entendu, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il reste à déterminer la nature de ces faits, il faut déterminer leurs conditions d'individuation. Est-ce que ce sont des propositions dans le monde, ou des propositions ou des entités causalement efficaces? Mais quoi qu'il en soit, ceci induit une ontologie réaliste. Autrement dit, ça exclut une conception non cognitiviste ou non factualiste des raisons, comme celle que défendent les philosophes expressivistes comme Gibbard ou Blackburn. Mais les raisons sont une chose, la relation de raison en est une autre. Le fait que j'ai soif est une raison pour moi de boire, et ma raison est un fait, mais la relation de raison, celle que j'appelais tout à l'heure la relation R, est autre chose. Cette relation de raison, c'est la relation qui fait que ma raison est une considération qui me conduit à chercher à boire un verre d'eau, par exemple. Manifestement, le président de la séance n'a rien compris à ce que je suis en train de dire. Que sont ces raisons? On peut être réaliste quant aux raisons sans nécessairement l'être quant aux relations de raison. Un auteur comme Skorupski, par exemple, tient la relation de raison comme une relation non factuelle. C'est pourquoi la position qu'il défend est un intermédiaire entre la position cognitiviste et la conception expressiviste, qu'il appelle irréalisme cognitiviste, et qui vaudrait mieux appeler, je crois, une forme de conceptualisme. Pour lui, les relations de raison sont des relations normatives et objectives, mais ce ne sont pas des relations factuelles. L'expressiviste tendra lui aussi à considérer les relations de raison comme des faits, mais comme des faits psychologiques. Là aussi un petit tableau qui récapitule quelques-unes, mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué, des positions qu'on peut occuper sur ce terrain. On peut être un réaliste d'un côté, un expressiviste, selon à la manière dont on répond à la question de savoir si les attributions de raison expriment des propositions vraies ou fausses, objets d'assertion et de cognition, et qui sont des faits. Vous pouvez donc être une de ces deux grandes familles, réalistes ou expressivistes, mais effectivement, il peut y avoir soit une position irréaliste, dans le genre de celle qui est connue comme étant celle de Mackie en philosophie morale. Ce sont des attributions qui sont effectivement vraies ou fausses, mais elles sont toutes fausses, manque de bol. Et vous pouvez être un cognitiviste irréaliste. Certains contesteront que cette position D puisse réellement être tenue, c'est celle de Skorupski, mais elle a été argumentée. Enfin, finalement, quelle est l'épistémologie des raisons et des relations de raison? Comment est-ce qu'on les connaît? Si on est expressiviste, on dira qu'on les connaît empiriquement, comme on connaît des états psychologiques. Un cognitiviste dira qu'on les connaît par une forme d'intuition a priori. Ça, c'est la thèse du cognitiviste. Ça semble en fait incroyable. Supposons que le Collège de France prenne feu. Le fait que le Collège de France soit en feu est une raison pour sortir du Collège de France. Mais si Paul est un pompier, c'est une raison pour y rentrer. Certainement, ce ne sont pas des faits que nous pouvons connaître a priori. Mais néanmoins, vous pouvez dire à bon droit que le fait que Paul est un pompier volontaire en service et en charge de surveiller le bâtiment, le Collège de France, enfin un Collège de France, est une raison pour lui d'entrer dans le bâtiment. Et on peut dire que ceci est connu a priori. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine sorte de relation entre le fait d'être un pompier chargé de surveiller un bâtiment et le fait que, lorsqu'on voit que le bâtiment est en feu, on a une raison d'entrer. Alors, évidemment, bien sûr, c'est fait, à savoir qu'on a affaire à un Collège de France, qu'il y a le feu, qu'il y a un type qui est pompier, sont des faits empiriques. Mais la relation qu'ils entretiennent avec la raison de Paul est elle-même une relation non empirique. Elle est, si vous le voulez, une relation conceptuelle. C'est une manière de soutenir que les relations de raison sont normatives au sens de conceptuelles et objectives. Donc ça, c'est quelque chose qui est admis par l'irréaliste cognitiviste qu'est Skorupski. On peut supposer raisonnablement, alors, que pour chaque type de relation de raison, il existe une connaissance conceptuelle et a priori, qui tient à ce que j'appellerais, en suivant une tradition husserlienne, dont Kevin Mulligan nous a récemment informés, et bien plus encore que récemment, il y a depuis longtemps. Selon cette tradition husserlienne, les conditions de correction de ce type
sont les relations de raison. Mais que les relations soient objectives et a priori soulève deux gros problèmes que je ne vais pas examiner, que je signale. Supposons que ce collège soit en feu, mais que Paul le pompier l'ignore. Aura-t-il pour autant une raison d'y entrer? Selon ce qu'on appelle l'externalisme au sujet des raisons, oui. Selon l'internaliste, non. Mais certainement l'internaliste peut aussi se reformuler, comme l'a fait Williams quand il a introduit sa distinction entre les raisons internes et les raisons externes, comme le fait de soutenir, ce serait sa version de l'internaliste, que les raisons internes sont celles qu'a un agent s'il venait à connaître tous les faits pertinents. Bon, donc on peut, dans ce sens-là, peut-être avoir des positions intermédiaires entre l'internalisme et l'externalisme des raisons. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il est plus ennuyeux pour le cognitiviste et l'a prioriste. C'est qu'on peut supposer à bon droit que les faits normatifs, donc les faits au sujet de raison, surviennent sur les faits naturels. Comment, dans ces conditions, la relation de raison peut-elle être a priori? Donc ça, ce sont des problèmes auxquels je ne prétends pas répondre ici, mais que je pose. Finalement, tout dernier point, quels sont les différents types de raisons? Y en a-t-il autant que des myrtilles? Je viens de suggérer que la thèse des premiers phénoménologues, selon laquelle il y a des conditions de correction pour chaque type d'attitude, croyance, désir, émotion ou sentiment. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que la trichotomie des raisons de croire, d'agir ou de ressentir n'est pas exhaustive? À l'intérieur de ces domaines, peut-être y a-t-il des types de raisons spécifiques. Diverses sortes de raisons épistémiques, peut-être par exemple des raisons de juger, des raisons de supposer, d'accepter ou de présumer. Peut-être qu'il y a différentes sortes de raisons pratiques. Ce qu'on peut dire, par exemple, qu'il y a des raisons de désirer, mais aussi des raisons d'avoir des intentions et des raisons de décider. Alors ce sont certainement des questions qui relèvent de la psychologie descriptive, mais qui relèvent aussi, au risque de faire un oxymore, de ce que j'appellerais la psychologie normative. Discipline que j'ai jadis essayé de suggérer, sans aucun succès, et qui serait peut-être un descendant lointain de la psychologia rationalis de Wolff. Un rationalisme renouvelé ne devrait-il pas inclure un chapitre d'une telle psychologie? Je le crois, mais je ne pense pas que cela ait plus de succès que ma suggestion antérieure. J'ai essayé de dessiner les contours du domaine des raisons et de suggérer qu'un rationalisme renouvelé pourrait se donner comme tâche d'établir non seulement son territoire, mais de défendre une forme de réalisme normatif. Ça veut dire que les thèses expressivistes, nihilistes ou encore quiétistes, quant aux raisons, devront être rejetées. En fait, cette exploration est l'une des plus actives au sein de la philosophie aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas en fait mettre du vin vieux dans de nouvelles outres, ce qui n'est pas mieux que de mettre du vin nouveau dans des vieilles? Je ne crois pas. Et il me semble que cette tâche est une des plus intéressantes dans l'entreprise de reconstruction de la raison. Alors maintenant, je voudrais demander à mon président combien il me reste. Une dizaine de minutes. Ok. Alors à ce moment-là, ça me permet de passer à mon dernier sujet, qui est la question du mauvais type de raison. Je voudrais, pour finir, examiner un problème lié à ce dont je viens de parler, qui se pose pour un défenseur non seulement de la conception relais ou buck passing des raisons, mais aussi pour toute conception réaliste de la normativité. C'est le problème qu'on appelle les raisons du mauvais type. Le mauvais type, ce n'est pas un mauvais garçon. Je pense à la situation suivante. Supposez qu'un démon très malveillant et très laid vous demande de l'admirer et vous menace de vous torturer à mort si vous ne l'admirez pas. Ou encore, supposez que votre chef de bureau porte une cravate horrible et que vous vous sentiez obligé de l'admirer, sans quoi vous risquez de perdre votre job. Ici, vous avez incontestablement des raisons d'avoir ou d'éprouver un certain sentiment, à savoir l'admiration. Mais il est clair aussi que vos raisons ne sont pas de bonnes raisons, car en fait le démon est hideux et la cravate aussi. C'est un problème pour la conception relais, car elle est supposée identifier la valeur avec le fait que nous ayons une certaine attitude, celle d'avoir une raison vis-à-vis d'une certaine entité. Alors le problème ne se pose évidemment pas seulement pour les raisons de ressentir ou d'admirer, mais aussi pour les raisons de croire, ou les raisons épistémiques. Et les exemples sont ici familiers. La mère qui voit arriver un officier en gants blancs, qui lui annonce la mort de son fils soldat en Irak, a une bonne raison de croire que son fils est mort à la guerre, mais elle a aussi des raisons de ne pas croire que son fils est mort, si elle désire ne pas le croire, et peut-être parviendra-t-elle même à se convaincre que son fils n'est pas mort
et qu'il y a encore de l'espoir. Évidemment, comme je viens de le suggérer, les raisons en question ne sont pas bonnes, et la mère en question est irrationnelle, elle prend ses désirs pour des réalités, ou elle se dupe elle-même. Mais est-ce que le fait de remarquer ça suffit à assurer la distinction des deux types de raisons? Le problème, ce n'est pas seulement celui de l'erreur ou de l'irrationalité. Ce problème n'est pas seulement qu'on peut avoir des raisons de croire quelque chose qui pourrait se révéler faux. Le problème est, comme l'ont remarqué William James et bien d'autres, bien que ce ne soit pas son vocabulaire, qu'on peut dans ces cas avoir des raisons pratiques de croire quelque chose, alors même que ces raisons ne sont pas de bonnes raisons au sens épistémique. On a envie justement de répondre ici que les raisons pratiques de croire ne sont pas le bon type de raison, ou des raisons du bon type. Bon type de raison pour croire. Mais le problème est de quel droit est-ce qu'on peut dire cela? Si ces raisons nous sont bénéfiques, pourquoi ne seraient-elles pas de tout aussi bonnes raisons, aussi légitimes que les raisons théoriques ou épistémiques de croire? Alors ce problème n'est pas seulement un problème pour le défenseur de la conception relais, ou pour le réaliste normatif qui, comme moi, soutient qu'il y a pour chaque type d'attitude, et en particulier les croyances, un seul type de conditions de correction. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas seulement ce problème? Parce que, car s'il peut y avoir aussi bien des raisons pratiques de croire, ou en fait, ici, avec l'exemple du démon et de la cravate, alors il n'y a pas un ensemble unique de conditions de correction. Il peut être tout aussi correct, au sens où on peut avoir tout autant de raisons de croire des choses fausses ou non justifiées que de croire des choses vraies et justifiées. Et il peut être tout aussi correct d'avoir des sentiments positifs vis-à-vis de choses qui n'ont aucune valeur que d'avoir des sentiments positifs vis-à-vis de choses qui ont de la valeur. Donc ce n'est pas seulement un problème pour le réaliste normatif ou le partisan de la conception relais. C'est aussi un problème pour quiconque voudrait maintenir une distinction entre les raisons épistémiques et les raisons pratiques. Car si les unes comme les autres sont également dignes d'être appelées des raisons, où réside alors la distinction entre les deux sphères de raison, pratique et théorique? On voit bien qu'on retrouve ici le problème de Kant, qui est aussi celui de Fichte et de James. On voit tout le profit que peut tirer le pragmatiste de ce que l'on pourrait appeler cette indifférence de la notion de raison vis-à-vis de la sphère théorique et de la sphère pratique. Puisque la thèse la plus radicale du pragmatiste, pas sous toutes ses formes, mais en tout cas sous les formes qui ont le plus de succès, c'est que les raisons de croire se réduisent en fait aux raisons d'agir. On voit donc tout le profit que peut en tirer un pragmatiste. Mais on voit aussi tout le profit que peut en tirer un relativiste postmoderne. De quel droit, nous dit-il, pouvez-vous dire que les raisons pratiques de croire ne sont pas d'aussi bonnes raisons que les raisons théoriques? Pourquoi ne croirais-je pas avec autant de raisons ce qui me plaît? Donc on voit que ça menace aussi le principe critique de l'Aufklärung, ou le principe de Clifford, si vous le voulez, qui est qu'on n'a pas le droit de croire autrement que sur la base de preuves. À cette objection, le partisan du dualisme des raisons peut répondre que les raisons pratiques de croire ou de ressentir ne sont justement pas des raisons du bon type, parce que ce ne sont pas des raisons du tout. Mais évidemment, ça ne va pas parce que ça semble faire une pétition de principe. Ça présuppose que les bonnes raisons sont les raisons de chacun des domaines et qu'il n'y a pas quelque chose comme une espèce de zone grise ou ténébreuse entre les deux. Une meilleure réponse, à mon avis, consiste à remarquer que les raisons qui nous conduisent à admirer le démon ou la cravate, ou à croire le Fils encore vivant, sont non pas des raisons de croire, mais des raisons de vouloir croire. Ce sur quoi porte la raison dans les cas des raisons du mauvais type, ce sont les états ou les attitudes que l'on considère qu'il est désirable d'avoir, et pas les contenus eux-mêmes. La véritable relation de raison est une relation à un contenu de pensée, un contenu de désir, un contenu d'intention, de sentiment ou d'émotion, et pas une relation à une attitude vis-à-vis de ce contenu. Donc il faut, selon cette réponse, distinguer les raisons relatives à l'état ou à l'attitude des raisons qui sont relatives au contenu. Alors ça nous met sur la voie, mais c'est encore un petit air de pétition de principe. La différence pourtant me paraît apparaître mieux si vous la formulez en termes de causalité. Ce n'est pas la même chose d'avoir des raisons de croire ou de faire quelque chose et d'avoir des raisons de se causer soi-même à
faire quelque chose ou à croire quelque chose. Presque toutes les raisons pratiques sont des raisons que nous avons de nous causer à avoir une attitude et pas des raisons de l'attitude elle-même. Je dirais donc en ce sens-là que, en paraphrasant deux philosophes célèbres, que les raisons, ce sont des entités auxquelles on répond. L'appel et la réponse. Citation de Jean-Luc Marion. Ou bien de Derek Parfit. En faveur du dualisme, on pourrait avancer un autre argument qui est souvent donné, qui est le suivant. Il y a des différences significatives entre les raisons épistémiques et les raisons pratiques. D'abord, elles n'ont pas la même phénoménologie. Les premières nous apparaissent directes et immédiates, et bien plus faciles à croire, alors que les secondes sont indirectes et plus difficiles à obtenir. Elles requièrent une relation instrumentale moyen-fin. Ma raison de croire qu'il fait beau vient du fait que je constate qu'il fait beau. Mais ma raison de pratique de croire qu'il fait beau ne peut venir que du fait que j'ai fait quelque chose dont je me suis représenté que cela pouvait être un moyen pour moi d'obtenir le résultat que je crois qu'il fait beau. Vous voyez, c'est beaucoup plus indirect. Ensuite, les raisons pratiques n'ont pas la même structure que les raisons théoriques. On peut avoir de nombreuses raisons de faire quelque chose, parce que ça nous est utile, parce que ça nous plaît, ou même aucune raison du tout, juste comme ça, comme toucher le genou de Claire ou l'oreille de son patron. Mais en général, il n'y a qu'un seul type de raison de croire, parce que nous avons des données probantes. Comme on le dit parfois, il y a une exclusivité des raisons de croire. Une autre marque de la différence, c'est que quand vous êtes indifférent entre deux options, quand vous ne préférez ni l'une ni l'autre, deux options pratiques, quand vous avez deux options pratiques, par exemple aller à Venise ou à Rome, il est parfaitement rationnel de choisir de faire l'une ou l'autre. Vous ne cessez pas d'être rationnel si vous faites un choix ou l'autre. Tandis que quand vous avez autant de raisons de croire une proposition et son contraire, ou de croire une proposition et une autre, l'attitude rationnelle consiste à suspendre son jugement. Maintenant, même ces différences ne semblent pas complètement convaincants, car il semble justement que certaines sortes d'actions mentales, et le jugement est une action mentale, ont toutes les propriétés ou marques des raisons de croire, mais néanmoins peuvent obéir à des motifs ou à des raisons pratiques. Et c'est ici que le pragmatiste peut chercher à coincer le dualiste. Je veux dire le dualiste de la raison pratique et de la raison théorique. Car il peut dire, ce pragmatiste, que s'il peut y avoir des cas dans lesquels on peut balancer ou hésiter entre adopter une raison pratique et une raison épistémique, est-ce que ces cas ne montreraient pas que la notion de raison est indifférente, justement, entre le pratique et l'épistémique? Par exemple, si j'hésite entre poursuivre mon enquête en vue de savoir quelque chose et ne pas enquêter dans le cas où la découverte de cette chose aurait des conséquences désagréables, est-ce qu'on n'est pas dans un cas de ce genre d'indifférence entre l'épistémique et le pratique? Mais ici, le dualiste a une réponse. En fait, ce genre de cas sont fallacieux. Ce n'est pas parce qu'il y a des situations dans lesquelles on peut hésiter à accomplir l'action de suspendre son jugement ou d'accepter une proposition et de ne pas l'accepter que le jugement ou l'acceptation elle-même sont automatiquement sous le contrôle de raisons pratiques. Si le but est d'enquêter pour savoir quelque chose, ce but reste toujours gouverné par des raisons épistémiques, quand bien même le jugement qui sert à l'obtention de ce but est gouverné par des raisons pratiques ou d'opportunité. Pour reprendre une image d'Ernest Sosa, que j'aime bien, je veux dire l'image, le rameur qui suit le courant en descendant une rivière peut bien, avec ses rames, rediriger le bateau vers telle ou telle direction. Mais il n'a pas le choix de faire autre chose que d'aller dans le sens où va la rivière. Je veux dire que certainement, il pourrait remonter le courant, il pourrait aller à contre-courant. Mais à ce moment-là, il se heurterait non pas à une impossibilité pratique, mais à une impossibilité conceptuelle. Parce qu'une rivière coule d'amont en aval, et pas l'inverse. Et je pense qu'il en est de même avec les croyances. Alors bien sûr, je ne suis pas sûr que ça convainque le partisan de l'indifférentisme des raisons, ni le pragmatiste. Alors je vais ajouter une dernière asymétrie. Il peut y avoir des raisons du mauvais type pour les attitudes épistémiques ou cognitives, mais il ne peut pas y en avoir pour des attitudes ou des états mentaux intentionnels ou connatifs. En d'autres termes, tout ce qui compte en faveur d'une action est une raison du bon type, c'est-à-dire une raison pratique. Mais il n'y a pas de raison purement épistémique pour les actions, et les raisons de croire, à la différence des raisons d'agir, peuvent être de mauvaises raisons. Donc il y a une asymétrie importante ici. En termes humiens, désir et croyance relèvent d'existences séparées. Mais comme vous l'aurez compris, ça ne signifie pas qu'on doit admettre la théorie humienne de la motivation. Au contraire, ce sont les humiens et les expressivistes qui pressent l'argument indifférentiste. Et je voudrais soumettre l'hypothèse suivante.
L'expressiviste conçoit toujours les raisons comme relatives aux attitudes et pas au contenu. Et en cela, il a tort. Conclusion. Tout ceci est loin, évidemment, d'être suffisant pour reconstruire le palais de la raison. Ce ne sont même pas des plans, mais des esquisses. Je n'ai également donné que quelques arguments en faveur du dualisme des raisons pratiques et des raisons théoriques. Je n'ai pas dit qui des deux porte la culotte. En fait, je pense que ce sont les raisons épistémiques qui portent la culotte. Et je suis donc ce que l'on appelle un épistémiciste. Et je suis même, si un isme de plus ne vous lasse pas, tenté également par l'intellectualisme, ce qui déplaira sans doute aux partisans des raisons du sentiment. Ça ne devrait pas lui déplaire, parce que je ne nie pas du tout les raisons du sentiment. Mais à mon avis, être un défenseur de la rigidité de la raison est à ce prix-là. Merci. Je voudrais commencer par rassurer tout à fait Pascal, puisqu'il a dit qu'il appartenait, si j'ai bien compris, en ce qui me concerne, à la catégorie des élèves qui n'acceptent qu'une partie de ce qu'ils ont et le font avec une certaine honte. Ils n'acceptent qu'une partie de ce que leur a enseigné leur maître. Mais je me suis souvenu à ce propos d'une chose que dit Nietzsche, je ne sais plus où, il dit que les seuls vraiment bons élèves, c'est ceux qui sont capables d'oublier leur maître. Donc je pense que tu as été un très bon élève, mais tu aurais pu être un élève encore meilleur. Alors, cela dit, je suis un peu embarrassé pour te répondre, parce qu'à chaque fois que je t'entends, je mesure l'étendue de mon ignorance. Bon, tu as parlé assez longuement de deux questions dont je me suis un peu occupé autrefois, celle du réalisme et celle de la relation entre les causes et les raisons, hein, en défendant à chaque fois des positions que tu estimes sensiblement différentes des miennes, voire contraires à elles. Donc je suis embarrassé pour te répondre, parce que je me suis rendu compte de tout ce qu'il aurait fallu entre-temps que je lise pour suivre l'évolution qui a eu lieu sur ce point. Alors, j'ajouterai peut-être un mot ou deux sur cette question dans un instant. Il y en a une, il y a une autre question, évidemment, qui est, je crois, cruciale dans tout ce que tu as dit, c'est la question du minimalisme. Hein. Tu es évidemment opposé à tous les gens qui pratiquent qui recommandent et qui pratiquent qui mettent en pratique le minimalisme, hein, sous la forme de ce que tu as appelé le déflationnisme, le quiétisme, et je ne sais plus quelle est la troisième chose. Parce que Je m'en foutisme. Oui. Donc, je suppose que tu me classes dans la catégorie des minimalistes, hein, en ce qui concerne la défense et la reconstruction de la raison. Alors, c'est sans doute en partie vrai, mais là, il y a une raison à ça. Si tu veux, la raison, c'est que dans les situations d'urgence, on essaie de préserver le minimum, avec l'espoir de pouvoir faire un jour beaucoup plus. C'est ce qui s'est passé dans mon cas. C'est-à-dire que, étant donné les menaces qui semblaient peser, qui semblaient exister, hein, contre la raison, et le rationalisme, bon, il paraissait du point de vue stratégique plus judicieux d'essayer de défendre une forme de rationalisme minimal. C'est vrai, maintenant que nous avons les vaches grasses que tu nous as procurées, et que nous avons ce barrage contre le Pacifique que tu nous as construit, nous pouvons maintenant spéculer ardemment. Oui, oui. Non, mais je suis assez d'accord. Bon, il est vrai que bon, l'idée d'un palais de la raison me gêne un peu. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut y préférer la cabane du paysan, mais enfin, ça me gêne un peu. Bon, ce n'est pas un point très important. Donc ça, c'est pour essayer de répondre un peu à cette objection qu'on peut faire. Est-ce qu'il n'est pas possible de demander, voire même de réussir à obtenir nettement plus? Donc là, je suis assez d'accord. Le moment est peut-être venu d'essayer d'obtenir nettement plus. Alors, la question du réalisme, bon, ça, c'est une question qui m'a énormément occupé. Bon, je me suis un peu éloigné depuis un certain temps. Mon problème a été que, bon, j'ai rencontré la question du réalisme sous trois aspects. Comme tu sais, la question du réalisme perceptuel, la question du réalisme scientifique et la question du réalisme métaphysique. Alors, au total, bon, je suis nettement moins proche que tu sembles le croire de la position qui est défendue par Wittgenstein, et ça ne me gêne pas de dire que je suis, ou en tout cas j'aimerais être un adepte du réalisme métaphysique. La question, c'est plutôt de savoir s'il est possible d'invoquer en faveur du réalisme métaphysique des raisons métaphysiques qui constitueraient une sorte d'équivalent des raisons épistémologiques qu'on peut invoquer en faveur du réalisme scientifique.
si tu vois ce que je veux dire. Et là, tu le vois certainement. Et là, j'ai vraiment de grosses difficultés. Je ne suis pas certain qu'on ait réussi jusqu'à présent à... Ça ne me paraît pas très différent, malgré tout, de la position de Wittgenstein. C'est-à-dire dire qu'on est réaliste par une sorte de verrou qu'on met sur une forme d'idéalisme varié, et puis dire qu'on ne peut pas donner des arguments, des théories. C'est bien la position métaphilosophique de Wittgenstein. Et en ce sens-là, je ne vois pas trop en quoi tu as renoncé à celle-ci. Il se peut que j'ai tort, c'est simplement que jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à être complètement rassuré par les arguments proprement métaphysiques qu'on essaie de donner en faveur du réalisme métaphysique. Mais c'est peut-être une faute de ma part. Oui, mais peut-être, est-ce que c'est parce que tu ne les trouves pas bien, ou est-ce que c'est parce que tu penses qu'on ne peut pas en donner? Tu penses malgré tout qu'on peut en donner? J'aimerais croire qu'on peut en donner, mais j'ai plutôt tendance, si tu veux, être immédiatement repris par la crainte de voir ressurgir tous les arguments. C'est pas tellement, si tu veux, la possibilité de donner des arguments positifs qui soulèvent mais qu'est-ce que c'est alors que cette métaphysique dans laquelle on peut... aux objections. Qu'est-ce que c'est que cette métaphysique dans laquelle, en fait, on ne se donne pas les moyens de faire de la métaphysique? C'est un peu ça le problème. Enfin, je suis un peu confus d'avoir à parler de ça dans une salle et dans une chaire qui porte ce titre. Mais écoute, si, je t'autorise volontiers à dire que ça n'est pas de la métaphysique. Et que si tu préfères appeler ça du réalisme naïf, là je suis assez d'accord, mais... J'appelle ça du réalisme minimal. Pour toi, c'est minimal. Moi, cela dit, j'ai moi-même défendu le réalisme minimal, mais enfin, j'ai quand même donné des arguments de type épistémologique. Pas métaphysique, mais épistémologique. Je pense par exemple que quand on fait une analyse de la notion de connaissance, on peut donner des arguments épistémologiques contre le sceptique qui vont dans ce sens-là. Je ne suis pas sûr que ta position quant au scepticisme, par exemple, ça soit qu'on peut vraiment clouer le bec au sceptique. C'est vrai que j'hésiterais un peu plus que toi. Mais ce que je voulais dire, c'est simplement que, si tu veux, j'ai toujours trouvé très suspect des positions comme le réalisme interne, par exemple, de Putnam. Je ne suis pas très étonné qu'il l'ait abandonné assez rapidement. Oui, ce n'est pas le genre de réalisme que je défendrais si j'éprouvais le besoin. Il y en a autant que des myrtilles, là, c'est sûr. Je le crains, oui. Dernière chose, j'ai rencontré, toujours dans ce contexte de la discussion sur le réalisme, j'ai rencontré un énorme problème, évidemment, avec la question d'une conciliation possible ou peut-être impossible entre le réalisme scientifique et le réalisme perceptuel. Ça, c'est un problème sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je ne suis pas du tout convaincu, alors pour le coup, de l'avoir résolu, ni même de m'être rapproché d'une solution, parce que je me suis trouvé confronté assez rapidement à cette difficulté bien connue, qui est que si la science a raison, la perception a tort, que j'ai entendu enseigner par mes maîtres, Villemin en particulier, qui sont quelqu'un pour qui, si ce que la science dit sur les couleurs est vrai, ce que la perception nous en dit ne peut pas l'être. Et ça, là, je reconnais que j'ai été très insuffisant, c'est-à-dire très en deçà de ce que j'aurais pu espérer moi-même, et peut-être de ce que certains attendaient, parce que je me refuse catégoriquement à considérer la perception, à régler le problème de la perception en la réduisant purement et simplement au statut d'illusion, d'illusion biologiquement utile. Ce qui est à peu près, si je me souviens bien, la position que Villemin défend dans What are Philosophical Systems. Et ça, je sais que tu as rencontré aussi ce problème, et j'aimerais pouvoir me dire que tu as réussi à... Non, enfin, je pense que c'est là où tu as écrit, tu as le plus examiné en détail le problème du réalisme, c'est tout à fait clair. Certainement plus, alors je suis d'accord, j'ai peut-être fait plus, bien que j'ai fait beaucoup trop peu, sur cet aspect du problème que sur la question de la confrontation, sur le réalisme scientifique, le réalisme métaphysique. Ça, je reconnais volontiers. C'est-à-dire qu'il y a une différence effectivement d'accent dans l'examen de ces problèmes-là selon un peu les continents. C'est assez frappant de voir que les Américains sont obsédés par le problème de Gettier, donc celui de la définition de la connaissance, alors que les Anglais, et peut-être les Français, les Allemands, les Européens sont intéressés surtout par le problème de la perception. Ils se moquent complètement du problème de Gettier. C'est vrai.